Mais pour commencer, l'épilepsie. Cette maladie neurologique se manifeste par des crises lorsque les neurones, les cellules nerveuses, se mettent à envoyer des impulsions électriques violentes et tout en même temps, provoquant une sorte de tempête dans le cerveau. Certaines époques ont vu dans ces crises impressionnantes la manifestation du démon et aujourd'hui encore, les patients souffrent de préjugés. Pourtant, depuis l'électroencéphalogramme et l'imagerie cérébrale, on cerne mieux ce qui se passe, y compris lors de crises d'épilepsie plus discrètes, faites d'absence, de troubles du langage ou de sensations étranges. Quand les médicaments ne suffisent pas, la médecine utilise des moyens plus radicaux. Les images que vous allez voir sont très impressionnantes. Un reportage de Françoise Ducret et Ventura Samara. Andrine Blanc est épileptique depuis la naissance et le traitement médicamenteux qu'il a pris n'a pas permis d'atténuer ses crises. C'est bon ? Ouais. Ce jeune homme de 17 ans vient d'être admis au centre de neurochirurgie de l'hôpital cantonal de Genève afin de subir des examens invasifs très poussés. En octobre 2012, il avait été hospitalisé une première fois pour que ses crises puissent être enregistrées par électroencéphalogramme avec des électrodes posées à la surface du crâne. Il avait été filmé 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours. Donc là, on voit une crise habituelle d'Andrine où on détecte une activité pathologique dans la partie à l'arrière du cerveau à droite, dans le lobe pariétal droit. On a une activité épileptique qui débute environ 1 minute avant qu'il ressente les premiers symptômes. Ensuite, il sent des tiraillements, une sensation anormale dans le visage à gauche. Oui, je ressentais des sortes de fourmillements dans la joue. Un peu comme si quelqu'un me piquait à plusieurs reprises. Mais personne ne pouvait le voir. C'était comme une illusion. Et c'est là qu'en général, il est capable d'annoncer à son entourage qu'il va y avoir une crise pour se mettre, disons, en situation de sécurité. Et c'est en général seulement quelques minutes après qu'il a une perte de connaissance avec des mouvements convulsifs. Après, je commençais à trembler, à me contracter, à me rigidifier, avec des douleurs partout. Un véritable orage électrique dans le cerveau, provoqué par l'activité anarchique de certains neurones qui entraînent les autres jusqu'à créer un phénomène de survoltage. Ces crises convulsives, appelées tonico-cloniques, Andrine en faisait ces 2 dernières années 2 fois par mois. Mais il souffrait aussi plusieurs fois par jour d'un autre type de crise plus étonnante. Ces crises sont très courtes et particulières. Elles sont localisées entre mes poumons et mon cœur. Mon cœur bat très vite et j'ai l'impression d'étouffer. Je souffre horriblement. Et en plus de ces phénomènes physiques, j'ai pendant ces moments des bouffées d'angoisse. Mais ces crises sont plus simples à gérer, car elles s'interrompent après 5 à 7 secondes. Ces crises sont un tableau tout à fait classique qui correspond à une région spécifique du cerveau. Une région qui touche à la gestion et au traitement des émotions. Le patient qui a un foyer situé dans cette région peut ressentir ces symptômes végétatifs négatifs associés à de la peur. Et c'est vrai que c'est très désagréable. Au fil du temps, je commence à avoir de plus en plus peur de ce type de crise. 2 foyers pouvant être à l'origine du déclenchement de l'épilepsie sont détectés.
Le premier, situé au niveau de l'hippocampe. Le deuxième, dans le lobe pariétal à droite. Ces régions sont sclérosées en raison d'un manque d'oxygène dont Andrine a souffert à la naissance. Ce que les médecins ne savent pas encore, c'est comment ces foyers interagissent entre eux. On pense que les crises partent plutôt de cette région pariétale où sont normalement localisées les fonctions sensitives. Mais on sait aussi que cette cicatrisation de l'hippocampe est très susceptible de provoquer des crises en général et que c'est la cause numéro 1 en fait, d'épilepsie chez l'adulte. Donc chez lui, on ne sait pas exactement si ça part effectivement du lobe pariétal et qu'à force, l'activité épileptique a fait cicatriser cet hippocampe, ou bien si c'est cet hippocampe qui est aussi malade, qui entretient les crises, ou qui au contraire, ça part de, ou éventuellement même ça pourrait partir de l'hippocampe et rejoindre après, se manifester seulement cliniquement dans le lobe pariétal. Ça va encore un petit peu là. Ah, c'est bon. Voilà. Ça, okay. Ça allait juste à la limite du blanc là. Jusqu'à là. Ouais. C'est en raison de ces incertitudes que les médecins ont proposé à Andrine des examens très poussés consistant à aller mesurer directement, à l'intérieur du cerveau, l'activité électrique anormale. Les chirurgiens vont ainsi implanter 3 électrodes dans la zone temporale où se trouve l'hippocampe nécrosé après avoir percé la boîte crânienne. 4 prisonniers en selle. Andrine subit ensuite une trépanation pour qu'une grille d'électrodes soit posée à même le cerveau, notamment sur la zone pariétale. Cette technique n'est pas sans risque. Elle n'est proposée qu'à un nombre restreint de patients. Andrine l'a acceptée car il ne supportait plus de vivre sous la menace de ces crises. De plus, les examens classiques avec électrodes posées simplement sur le cuir chevelu n'avaient pas donné des informations suffisamment complètes. Voilà, tu le mets autour là. Tac, tac, tac. Après 5 heures au bloc opératoire, Andrine est conduit aux soins intensifs pour une journée. Il devra ensuite patienter 15 jours pour savoir si une ablation chirurgicale des foyers épileptiques est envisageable. C'était en fin de journée. Je rentrais d'une promenade que j'avais faite avec mon père. Je suis allée dans ma chambre et j'ai fait ma crise. J'ai plus eu de souffle et après je suis tombée dans les pommes. Et tout ce que je me rappelle sur ce moment-là. Et j'entends un bruit bizarre, pas un cri, pas comme si quelque chose était tombé. Et je rentre dans la chambre, je vois ma fille par terre, toute tordue. Je ne comprenais pas. Tout ce que j'ai pu faire, c'était de crier. Il y a tellement de choses qui m'ont passé par la tête, de vouloir que ma fille elle me parle, qu'elle se lève, qu'elle me dise quelque chose, et rien. C'était très, très, très dur. Carla fait cette première crise alors qu'elle a 13 ans. Elle en aura d'autres qui débuteront toujours de la même manière. Ma main, elle commence un peu à trembler et à partir n'importe où. Et donc, par exemple, s'il y a un objet ici, si je veux l'attraper, au lieu de l'attraper comme ça, je suis en train de chercher l'objet pour l'attraper. J'ai l'impression que tout est loin, qui part loin de moi. Que je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment dans un sentiment comme dans un rêve, un peu une bulle. Les phénomènes les plus fréquents et bizarres sont un sentiment de mal-être dans le ventre, au niveau de la poitrine, accompagné ou non de bouffées de chaleur. Mais il y a encore tous les phénomènes possibles et imaginables qui peuvent être des signes avant-coureurs d'une crise. Je citerai les hallucinations sonores ou les hallucinations visuelles, comme par exemple voir des étoiles, voir des modifications de couleurs, ou encore d'autres phénomènes psychiques bizarres, la peur, un sentiment de déjà-vu ou une impression de décorporation. Bref, les possibilités sont multiples. Vous entendez ce que les gens disent autour de vous? Oui, je les entends, mais de loin.
comme s'ils étaient loin de moi. Même s'il y a quelqu'un à côté de moi qui me parle, j'ai l'impression qu'il est vraiment très loin. Carla commence alors un traitement antiépileptique. Il ne marche pas tout de suite. C'était un jour de compète. On était en train de s'entraîner juste avant la compétition. On nous a mis la musique et au bout d'un certain moment, je commence à sentir la main et là j'ai eu peur que je tombe dans les pommes sous l'eau et que je prenne de l'eau dans le souffle et qu'après, que je puisse mourir. J'ai essayé d'aller vers le bord, mais je commençais déjà à faire la crise. J'avais le manque de souffle, le sentiment de rêve, mais je ne suis pas tombée dans les pommes. D, 2, 3. Einfach tout ça, einfach so. Quelques jours après la pose des électrodes, Andrine est fatigué et a mal à la tête. Mais il va devoir subir différents tests pour mesurer l'activité électrique de son cerveau, pendant et entre les crises. Des impulsions vont aussi être envoyées dans les électrodes pour localiser les régions de la motricité, du langage et de la sensibilité. Le but de cette cartographie du cerveau est de vérifier si une opération des foyers épileptiques serait possible sans porter atteinte à la motricité ou à la sensibilité d'Andrine. Et qu'est-ce qu'il vous reste encore à comprendre avant de pouvoir décider s'il pourra être opéré ou non? Pour l'instant, Andrine n'a eu qu'un des deux types de crises qu'il a d'habitude. Donc on aimerait pouvoir enregistrer tous les types de crises qu'il a pour se convaincre qu'elles viennent toutes du même endroit ou confirmer qu'elles viennent effectivement de deux endroits, mais pour pouvoir décider du geste chirurgical. Les médicaments de Carla lui provoquent une allergie. Elle doit changer de traitement. De nouvelles crises surviennent alors pendant le sommeil. C'est là qu'elle avait le plus peur. C'est là qu'elle a commencé à se rendre compte que ces crises, elles pouvaient arriver n'importe où et n'importe quand. Et là, ça a commencé les peurs. Là, ça a commencé notre cauchemar un peu à la maison. Le cauchemar pour s'endormir. C'était très dur. Hein. Ma mère, elle était obligée de se mettre à côté de moi dans le lit et de me tenir la main pour dire qu'elle était présente et que je courais presque aucun danger, quoi. Pendant ces 2 semaines d'observation avec les électrodes implantées, Andrine n'a fait que de petites crises avec des bouffées d'angoisse, mais aucune crise tonico-clonique avec convulsions. Pourquoi? On n'en sait rien, on ne peut que spéculer. Peut-être il s'agit de la même forme que les petites crises, peut-être simplement plus forte. Et elle pourrait disparaître si on opère. Ou alors il s'agit d'une forme de crise qui a disparu spontanément avec le temps. Malgré cet inconnu, le professeur Zeg donne aux chirurgiens le feu vert pour procéder à l'ablation d'un des foyers épileptiques d'Andrine. Les crises, elles proviennent tous de cette région-là. Ça vaut la peine de recycler cette région, cette cicatrice, plus éventuellement la partie antérieure, qui est difficile à différencier. Bon, lui, il n'a pas d'atrophie spéciale. Hein. Non, mais simplement une sorte de ouf, je trouve. C'est une région qui semble moins jolie, moins différenciée. Mais Andrine sait que l'opération qu'il va subir n'est pas sans risque et qu'elle va nécessiter une précision extrême des chirurgiens. Ils devront veiller à ôter ces régions responsables des crises sans léser les zones fonctionnelles du cerveau. Le risque n'est pas très grand qu'il y ait des déficits significatifs, parce que le tissu cicatriciel se situe du côté droit. Et le côté droit, chez les personnes en bonne santé, comporte les aires de la mémoire spatiale et visuelle. Et ces aires sont aussi présentes dans l'autre hémisphère, dans le reste du cerveau. La résection de cette région n'aura pas de conséquences. C'est toujours mieux de faire 2 petites craniotomies qu'une grande.
Andrine a 70% de chances que cette intervention le débarrasse définitivement de ses crises. C'est assez caoutchouteux, je trouve, cette partie. À chaque fois que les chirurgiens décident d'opérer, on évalue très précisément les bénéfices-risques. On a réséqué le pôle temporal antérieur. Il n'est pas anodin d'ôter quelques centimètres de matière grise. Aucune région du cerveau n'est inutile. On a une compresse. À Genève, qui est le centre suisse de référence en matière de chirurgie de l'épilepsie, une 60aine de patients par année subissent ce genre d'intervention. Carla n'aura pas besoin de chirurgie, car après 2 ans, les médicaments l'ont enfin débarrassée de ses crises. Reste que la peur est toujours là. Moi, je crois que des fois, j'angoisse plus moi qu'elle. Elle peut mal tomber, elle peut cogner la tête, donc si je ne m'entends pas. Donc, il peut y avoir d'autres problèmes. Peut-être elle ne pense pas, mais moi, j'y pense. Je pense qu'elle peut rester et que, je ne sais pas, je peux arriver trop tard. Et ça m'angoisse. Ça m'angoisse énormément. L'inquiétude de la maman de Carla se comprend, car un des risques de cette maladie, c'est que la personne se blesse grièvement en tombant lors d'une crise. Tout le monde peut faire une fois dans sa vie un épisode épileptique à cause d'un traumatisme crânien, d'une réaction à un médicament ou pour une raison mystérieuse. Mais le diagnostic d'épilepsie est posé quand les crises se répètent et deviennent chroniques. Cette maladie touche environ 1 personne sur 100. Il y a 2 âges sensibles, la petite enfance et après 65-70 ans. En vieillissant, une tumeur ou un AVC peut déclencher une épilepsie. C'est une maladie complexe, pas toujours facile à diagnostiquer. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les crises d'épilepsie peuvent débuter in utero, ou dès les premiers jours de la vie, à un moment où le cerveau est en pleine évolution et peut avoir des ratés. Jusqu'à 18-20 ans, en raison de leur immaturité cérébrale, les enfants ont des risques de développer différentes formes d'épilepsie. La forme la plus courante s'appelle les absences. Vas-y, Colin. 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 Vas-y, encore un coup. Super. Encore un coup. Colin. Colin. T'es où? Elle est où, maman? Colin, tu sais où t'es? T'es où, là? Là. Bah, je suis à l'hôpital. T'es à l'hôpital, ouais. Et puis t'as vu qu'il s'est passé quelque chose? T'as senti quelque chose? Au bout d'un moment, j'ai ressenti que j'avais arrêté de respirer. Que tu avais arrêté de respirer, ouais. La fois où il a fait sa première absence, comme d'habitude, il est un petit peu clown, donc on rigole beaucoup entre nous. Je me dis, il me fait une farce. Et je voyais que non, c'était pas une farce. Donc je me suis tout de suite levée, j'ai été vers lui, je l'ai appelé, je l'ai secoué. Pas de réponse, c'était vraiment... Il avait le regard hagard. C'est comme s'il n'y avait plus personne dans son corps. Son corps était là, mais lui n'y était plus. Ces absences ne causent pas de lésions cérébrales, mais peuvent perturber la scolarité si elles se répètent trop fréquemment, car l'enfant n'arrive plus à suivre les cours dans leur continuité. Non, non. Colin, qui a aujourd'hui 18 ans, n'a pas eu de problème scolaire, mais il a subi des difficultés d'intégration à l'école primaire. Bon, ok. Dommage, hein? On me surnommait la chose. Et j'en ai bien souffert parce que ça m'a pas permis d'avoir d'amis. C'était... Bon, tu sais, avec 8 de myopie, c'est pas facile, je te ferai remarquer. Hein. Ouais. C'était d'être considéré comme un monstre, hein, finalement, avec la chose. Mais voilà, j'ai réussi à m'en sortir avec un sens de l'abstraction et de l'autodérision en me disant... voilà, il faut que je fasse avec. Et puis, quelque part, c'est que je suis unique étant donné qu'il me considère comme la chose. Ah non, touché, c'est touché, c'est touché, c'est touché, c'est touché. En plus, tu l'as senti. Non, mais tu l'as senti. T'as touché. Mais voilà. J'ai droit. Je suis désolé, j'ai droit à 4 coups. Quelle année on est? Normalement, les absences disparaissent spontanément. Mais à 14 ans, Colin, qui avait arrêté ses médicaments parce qu'on le croyait guéri, a vu de nouveaux phénomènes bizarres apparaître. Tout d'un coup, il était complètement désorienté, il ne savait pas qui il était, qui j'étais, où il habitait, ne savait pas utiliser certains objets ou
telles qu'une brosse à dents, ou quand il devait aller se doucher, ne savait pas à quoi servait le pommeau de douche. Enfin, c'était assez bizarre parce que ça ressemblait pas à des absences. T'habites où? C'était assez déroutant pour moi, en tout cas. J'habite à... J'habite à... Si personne ne me le disait, j'arrivais pas à m'en rendre compte. Donc c'est ça qui rendait encore la chose plus étonnante, c'est que pour moi, rien ne s'était passé. Tu sais dans quel pays on est? Là, maintenant. Dans quel pays on est maintenant? Dans quel pays on est maintenant? Ouais. Ces troubles étaient si atypiques qu'ils ont dérouté les médecins. Ils ont d'abord cru que Colin souffrait de troubles dissociatifs, une maladie psychiatrique. Pour eux, s'ils n'avaient pas émis l'hypothèse comme quoi c'était de l'épilepsie, c'était simplement que je me dissociais et qu'une autre personnalité prenait le dessus temporairement. Moi, j'ai trouvé ça un peu facile parce que je ne trouvais pas que mon enfant avait des problèmes psychologiques à tel point. Mais bon, voilà, vous faites confiance aux médecins et vous vous dites que ça doit être ça, malgré tout. C'est assez rare d'avoir des enfants qui font ce qu'on appelle un état d'absence prolongé, qui peuvent durer 12 heures, peut-être 24 heures. Ça montre bien que ce diagnostic est très difficile à poser et qu'il est un peu inattendu aussi. Pendant une absence, les réflexes de se maintenir debout, le réflexe de marche, il est toujours préservé. Le pilote automatique du cerveau fonctionne. Tout récemment encore, Colin s'est retrouvé dans cet état. On peut dire qu'il a eu de la chance, car déconnecté de la réalité, il aurait pu être écrasé dans son errance par une voiture ou un train. J'ai directement appelé ma mère, lui dire que j'étais en crise d'épilepsie. Je lui ai demandé où est-ce qu'il était et il m'a répondu qu'il ne savait pas où il était. Je lui ai répété plusieurs fois « va au CHUV, va aux urgences, va au CHUV, va aux urgences » en me disant que dans les petites phases de cohérence, il allait entendre mon message et y aller. Et la chose étrange, en fait, c'est que tout ce voyage, je n'en ai absolument aucun souvenir. J'y suis pourtant allé, en prenant le métro, en changeant de métro, mais je n'ai absolument aucun souvenir de ce trajet. En arrivant au CHUV, j'ai essayé de dire que j'étais en petit mal épileptique, que je devais... Bonjour, je viens aux urgences parce que je suis atteint du petit mal d'épilepsie et que du coup je m'arrête au plein milieu des phrases et du coup... Oui, je viens aux urgences parce que je suis atteint du petit mal d'épilepsie. D'accord. Monsieur? Oui, je viens aux urgences parce que je suis atteint du petit mal d'épilepsie et donc c'est pour ça que je m'arrête au milieu des phrases. Je vais peut-être déjà vous installer sur une chaise, comme ça on est en sécurité. Voilà. Normalement, les absences disparaissent avant l'âge adulte. Mais pour Sylvie Leub, elles ont commencé à 35 ans. Sylvie pouvait, sans comprendre comment elle y était arrivée, se retrouver en rase campagne et commencer à délirer. Je disais des mots qui n'avaient pas de sens. Donc les gens se disaient « elle est cinglée celle-là ». Pour moi, c'était très douloureux tout à coup de voir arriver une ambulance ou alors qu'on m'amenait au poste de police parce que moi, je ne me sentais pas avoir fait quelque chose, entre guillemets, de mal et que je n'avais pas envie du tout d'être hospitalisée dans une ambulance. Et que dans ces moments-là, eh bien, j'étais dépendante de l'avis du policier ou de l'avis de l'ambulancier. Moi, ce que je disais, ça n'avait plus aucune importance. Sylvie Leub était une businesswoman, en contact régulier avec le public. Son employeur l'a licenciée. Au départ, je n'avais même pas de quoi me défendre. J'avais une telle honte d'avoir cette maladie. Je me suis presque dit, j'aurais fait pareil. C'est quoi ce chenille? Je veux dire, voilà. Donc, j'ai mis très longtemps à voir les choses avec plus de distance et à me dire, non, mais ils n'ont pas été très bras ouverts, comme on peut dire chez nous. Sylvie subira une ablation de l'hippocampe, ce qui aura chez elle des conséquences graves sur la mémoire et le langage. Malgré 2 ans de rééducation intensive, Sylvie plongera dans la dépression.
Je me souviens que chaque nuit, avant de dormir, je disais, s'il vous plaît, mon Dieu, faites que je ne me réveille pas. Et je me réveillais le matin, puis je me disais, pourquoi encore je suis debout? L'épilepsie a beaucoup changé ma personnalité, dans le sens que mon côté artistique, qui était bien là, a enfin eu l'occasion de se développer. Alors je dirais que de prendre tout à coup ce côté artistique qui était bien là, dans mes bras, et de danser avec, ça m'a changé effectivement complètement ma personnalité. Ce qui a changé, c'est que j'avais envie d'être en lien avec les autres. Pour donner un nouveau sens à sa vie, Sylvie a décidé de devenir clown d'hôpital auprès des personnes handicapées et de faire du bénévolat en EMS. Quand il arrive une difficulté dans la vie, au lieu de se mettre à s'en plaindre, qu'est-ce que je fais avec? Quant à Colin, il étudie l'informatique à l'EPFL. Un élève brillant. Mais sa maladie s'est encore aggravée avec l'apparition de crises tonico-cloniques entraînant des convulsions. Des crises si spectaculaires et violentes que son entourage les confond avec des arrêts cardiaques. La musculature qui aide à la respiration se bloque et devient tonique, c'est-à-dire raide. Et à ce moment-là, le mouvement respiratoire harmonieux ne se fait plus. Il y a une sorte d'arrêt des mouvements respiratoires qui fait que la personne devient bleue, ce qui est absolument impressionnant. Et c'est comme ça qu'on s'imagine la mort. Et puis quand on veut palper à ce moment-là le pouls, on n'arrive pas à l'attraper parce qu'il est extrêmement faible et rapide, mais il est là. Aussi spectaculaire que soit la crise, les témoins n'ont pas à craindre un arrêt cardio-respiratoire fatal. Certes, les épileptiques ont un risque de mort subite plus important que les gens en bonne santé. Mais ce risque reste faible. Ja, warum nicht? Ok, komm. Une semaine après cette opération, vous êtes dans quel état d'esprit? Je suis dans un état d'esprit tout à fait normal. Je me sens à nouveau tout à fait capable d'aller à l'école. Vous avez fait de nouvelles crises? Non. Comment est-ce que vous voyez maintenant votre avenir? Je le vois maintenant de manière beaucoup plus sereine, plus agréable et sans gros problèmes. Et je n'aurai plus à me dire, ça je n'ai pas le droit de le faire, ça non plus. Cette opération m'a libéré. Vous avez un rêve aujourd'hui? Oui, jouir de ma vie complètement. musst du dich am Anfang dran gewöhnen, dass du langsam läufst. Weißt du, man kann sich nicht so hetzen, bloß damit man nachher dann K.O. ist, wenn man... Le jeune Andrine Blanc va de mieux en mieux. 4 mois après l'opération et le tournage de ces images, il n'a pas eu de nouvelles crises d'épilepsie alors qu'elles étaient quotidiennes avant. L'enjeu pour les neurologues, c'est d'éviter ces crises à leurs patients car leurs répétitions finissent par endommager le cerveau, diminuer la masse de neurones et provoquer des troubles cognitifs comme des problèmes de concentration ou de perte de mémoire.